Bonjour chers élèves de terminale, donc je vous retrouve pour faire cette première sous-partie du cours 1. Donc je vous avais dit que j'ai prévu de le faire en deux temps. Un temps donc qui va être consacré à ces années 70 et 80 vécues par le bloc occidental, donc le bloc capitaliste, et de l'autre côté vécu par le bloc communiste. Donc on va commencer effectivement par ces décennies vues par les années, vues par le bloc capitaliste, qui peuvent être vues comme une crise et une refondation. C'est qu'effectivement, la décennie 70, basiquement, elle va être extrêmement difficile d'un point de vue économique et d'un point de vue politique pour les États-Unis. Pour après, au niveau social et culturel, c'est assez différent. C'est aussi assez différent entre les deux côtés de l'Atlantique. On y reviendra. C'est aussi le moment où la démocratie émerge enfin de nouveau en Espagne ou au Portugal. Et aussi, au niveau culturel, c'est une décennie assez formidable, hein, puisque bon, on a une sorte de contre-culture qui est un peu au pouvoir et qui produit de nombre de romans, de musique, de films absolument remarquables. Donc, mais par contre, là, au niveau point de vue politique et économique, finalement, c'est une décennie qui va être beaucoup plus difficile. Donc effectivement, là, je commence avec ce A, donc qui va être consacré à la crise et en fait ce qui va marquer en fait la fin des Trente Glorieuses. Nous, évidemment, on est conscient que c'est la fin des Trente Glorieuses. À l'époque, forcément, ça paraît plutôt comme une difficulté passagère. Donc là, vous voyez, finalement, je vous ai mis deux images qui illustrent pas trop mal. Donc d'un côté, vous avez une image qui est presque rigolote, finalement, de quelqu'un qui demande de l'essence, qui mendie de l'essence, donc en France, ce qui montre la pénurie de la ressource, puisque le choc pétrolier va être donc le début finalement de la fin des Trente Glorieuses. Et de l'autre côté, les effets directs de la crise, effectivement, du début finalement de cette crise qui avait déjà commencé à s'annoncer un petit peu avant, à savoir finalement un affaiblissement de la croissance économique, donc finalement qui se faisait sentir avec justement cette fabrique de sucre à l'abandon. Donc, ce qui serait important que vous reteniez, c'est que dès le début des années 1970, la croissance économique forte, constante des Trente Glorieuses, où on était à 5% par an tout le temps, finalement, elle commence un petit peu à entrer en difficulté. L'industrie peine à se renouveler, il n'y a pas forcément de grandes nouveautés technologiques. Et il y a d'autres signaux finalement qui commencent un petit peu à alerter. C'est que les Américains, ils avaient imposé finalement le dollar or, vous savez l'équivalence de dollar or pour stabiliser la monnaie et les échanges internationaux. Et à cause des dépenses de la guerre du Vietnam, ils renoncent à ce modèle d'équivalence dollar or. Et donc effectivement, ce qui va vraiment déclencher la crise, c'est le choc pétrolier de 1973. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est la première carte que vous avez là, c'est qu'on voit bien que, en fait, plus l'écrasante majorité du pétrole finalement était consommée dans le monde entier et surtout en Occident, et en fait effectivement c'était un pétrole qui était amené du Moyen-Orient, quoi. Et effectivement, en 1973, vous avez une guerre qui est la guerre de Kippour entre Israël et les pays arabes, pour ne pas changer. Cette guerre-là, elle est perdue par les pays arabes. Et sauf qu'on a un acteur dont on a déjà parlé, c'est l'OPEP, vous savez, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et l'OPEP, donc les pays finalement pétroliers et majoritairement arabes, ils reprochent beaucoup aux Occidentaux, en particulier aux États-Unis, d'une part, leur soutien envers l'État hébreu, ça c'est politique, et au niveau économique, c'est aussi l'idée que ils ont perdu des revenus puisque le dollar a baissé, donc évidemment ils gagnent moins d'argent. Et résultat, ils décident donc brusquement de raréfier leur production et d'augmenter les prix. Finalement, ils vont être multipliés par 5 en une semaine. Il y aura un deuxième choc pétrolier en 1979 suite à la révolution islamique en Iran, ça on y reviendra un petit peu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que vous voyez avec ce graphique, c'est qu'entre 1973 et 1980, le prix du baril de pétrole il a été multiplié par 10. Et par 10, ça veut dire que c'est la fin de l'énergie gratuite, ce qui avait été un peu le moteur de la croissance des Trente Glorieuses. Donc c'est aussi ça qui va entraîner d'ailleurs la deuxième carte que vous avez, où on va essayer de diversifier les sources de pétrole pour ne plus être totalement dépendant d'un seul groupe de pays, quoi.
Alors évidemment, cet impact-là, il va être gigantesque, hein. C'est que le choc, il est très très violent. C'est que la rareté, ça va entraîner la panique, et la panique, la pénurie. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé au début de l'épidémie de Covid avec les gens qui se sont jetés sur le papier toilette. Sauf que là, effectivement, ça a des conséquences réelles, c'est qu'à un moment, on trouve plus de pétrole du tout, finalement, dans les pays occidentaux. Surtout, on a effectivement une industrie qui était déjà un petit peu à la peine, qui touchait de plein fouet, des prix qui augmentent, une vie qui devient plus chère alors que le chômage augmente. On a une industrie donc occidentale et en particulier américaine et anglaise qui est très concurrencée par la RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest, et surtout par le pays qui est en train à ce moment-là de devenir la deuxième puissance mondiale économique, c'est le Japon. Là, je vous ai mis une invention qui est emblématique, à part à la fin des années 1970, c'est le premier baladeur donc de Sony. Donc le premier baladeur, je vous explique rapidement, hein, c'est l'idée effectivement d'avoir donc une cassette audio, donc avec une bande magnétique qui va enregistrer donc des chansons et qui va donc pouvoir être lue partout finalement avec des écouteurs. Quelque chose que vous connaissez bien, sauf qu'effectivement, vous savez maintenant, c'est complètement dématérialisé. À la savoir, pour la petite anecdote, l'ingénieur de Sony, il avait inventé ça, il avait décidé d'inventer ça suite à un voyage scolaire de sa fille, qui devait avoir le même âge que vous, un peu plus jeune, qui, une fois rentré, il avait été frappé qu'au lieu de venir embrasser sa mère ou au moins lui dire bonjour, elle s'était enfermée dans sa chambre pour pouvoir écouter finalement sa musique. Il s'était dit qu'il y avait un marché à prendre finalement en proposant aux jeunes d'amener leur musique partout. Ça, c'est assez emblématique des innovations technologiques qui font que le Japon est le pays leader finalement en termes de haute technologie pendant toutes les années 80. C'est qu'effectivement, le Japon, et avec Sony qui va être son porte-étendard, mais c'est pas le seul, hein, on a aussi l'émergence par exemple des compagnies, de la compagnie de jeux vidéo Nintendo qui va pas tarder finalement à faire son apparition. C'est effectivement cette époque-là, puis le constructeur évidemment automobile Toyota, hein, c'est effectivement à cette époque-là qu'on commence à avoir une concurrence forte en Asie, du Japon, mais aussi de ce qu'on appelle les quatre dragons. Les quatre dragons, c'est les premiers pays émergents en fait. C'est la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan qui vont donc devenir des grands acteurs finalement de l'économie mondiale. Et la conséquence, c'est que finalement, l'industrie américaine s'écroule, c'est trop fortement concurrencé. Les États-Unis entraînent finalement une bonne partie des pays occidentaux dans leur chute. On a un chômage, comme vous le voyez là, avec ce graphique qui va doubler entre 1979 et 1986. C'est terminé du plein emploi, parce que vous voyez, on était à 2%, à 3% de chômage à un moment finalement dans les pays de l'OCDE. Et comme vous le voyez, ça va augmenter, et pour atteindre finalement les 10%. C'est ce qu'on appelle la fin du plein emploi. Il y a quelques plans de relance qui sont lancés, qui imitent un petit peu ce qu'avait fait Roosevelt en 1932 pour le New Deal finalement, mais qui fonctionnent beaucoup moins efficacement. Ça ne permet pas le retour d'une croissance forte et durable. Alors ça c'est pour le niveau économique, donc ça va pas très très fort. Au niveau politique, alors on va distinguer en fait les deux groupes de pays. C'est que finalement, il faut distinguer clairement les États-Unis de leurs alliés. L'Europe de l'Ouest, politiquement, ça va pas trop mal. Je vous le disais, vous avez la démocratisation de certains pays qui font que, on espère finalement une entrée prochaine de l'Europe. On a 3 nouveaux pays qui rejoignent la construction européenne, l'Irlande, le Danemark et, le plus important, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui vient dans l'Europe en étant un peu divisé sur la question, ce qui ne surprendra personne vu ce qui s'est passé par la suite. Et effectivement, donc le Royaume-Uni rejoint l'Europe, mais avec des conditions un petit peu problématiques, mais ça on en parlera peut-être. Les États-Unis, par contre, ils subissent de plein fouet finalement une crise de confiance qui se conjugue avec la crise économique. Là, vous avez ce célèbre tableau qui s'appelle donc la bataille du riz, qui est un tableau militant, où un artiste a repris une photo en exagérant un peu les proportions pour montrer donc le géant américain vaincu par une frêle paysanne vietnamienne. Et effectivement, en 1974, on a les Américains qui ont été forcés de se retirer du Vietnam. On a une opinion publique qui est désastreuse. On a un pays qui est très divisé sur la question. Une génération qui vient de la guerre traumatisée pour des décennies. Et
C'est ce que vous avez qui est reflété notamment par le cinéma. Là, je vous ai mis une petite mosaïque des grands films sur la guerre du Vietnam, avec par exemple Platoon qui raconte un peloton, c'est ça que ça veut dire platoon en anglais finalement, donc un peloton dans la jungle finalement qui est où on a un jeune soldat qui doit finalement décider s'il doit suivre la voie d'un sergent qui est plutôt respectueux de la vie humaine, etc. Et un autre sergent qui lui est convaincu qu'il faut martyriser les civils pour gagner la guerre. On a Voyage au bout de l'enfer, pareil, qui suit finalement le retour, qui suit l'enrôlement, la détention, puis l'impossible retour à la vie normale donc des vétérans. Apocalypse Now, c'est pareil, c'est une voyage infernal finalement à travers le Vietnam pour retrouver un commandant qui a pété les plombs. Donc Full Metal Jacket, c'est à peu près la même idée. On suit aussi un parcours enrôlement, vie dans le Vietnam combat mortel. C'est effectivement donc l'un des grands films sur la guerre du Vietnam de Stanley Kubrick, le réalisateur de Shining. On a donc Outrage qui raconte finalement les crimes de l'armée américaine, notamment la violence sexuelle, qui était un thème qui a mis assez longtemps à sortir mais qui a existé. Ou Né un 4 juillet qui montre finalement un Tom Cruise très jeune qui est donc qui revient handicapé de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, ça fait partie de la trilogie du Vietnam puisque c'est le même réalisateur que Platoon. Il a fait un autre film du point de vue vietnamien qui s'appelle Entre ciel et terre aussi. Et enfin, vous avez par contre des films qui vont plus polémiques. On y reviendra pour Rambo vu que c'est un cas très 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 particulier vu que c'est une orientation idéologique qui a changé. Et on a Chuck Norris qui va être un héros beaucoup plus va-t-en-guerre finalement avec l'idée de revanche finalement du Vietnam. À la base, Portée disparue, c'est aussi l'histoire d'une histoire qui a traumatisé l'Amérique. C'est ces soldats américains qui ont été détenus au Vietnam sous des conditions extrêmement difficiles et qui ont été portés disparus puisque le Vietnam n'avait pas déclaré les avoir finalement enfermés. Bon, c'est peut-être un peu tard, mais tout ce que je vous dis, c'était vraiment forcément noté sur les films. Ça, c'est du bonus. Enfin, et là, je vais vous montrer une petite vidéo. On a aussi le président Richard Nixon qui doit démissionner en 1974 suite au scandale du Watergate. Chambre des représentants. Ce n'est pas tout à fait exact. Suite au scandale d'espionnage politique du Watergate, la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants propose de voter sur les 3 chefs d'accusation que sont l'obstruction à la justice, l'abus de pouvoir et l'outrage au Congrès. Cette proposition a lieu le 24 juillet 1974, mais n'aboutira pas. En effet, Richard Nixon choisit de démissionner le 8 août sans laisser le temps à la Chambre des représentants de se prononcer sur son sort. Techniquement, il n'a pas été destitué par les parlementaires américains, mais est parti de lui-même. La dernière fois que les parlementaires se sont prononcés sur une procédure de destitution concernait Bill Clinton, dans le cadre de son affaire avec Monica Lewinsky, dont il a été acquitté par le Sénat. Enfin, dernière humiliation, donc, effectivement, parce que la démission de Richard Nixon, elle est assez importante parce que ça montre vraiment un divorce entre les Américains et leurs élites. On a effectivement donc ce qui va se passer en Iran. En Iran, donc, on a une révolution qui secoue un régime dictatorial qui était donc soutenu par les intérêts pétroliers britanniques et américains, qui met en place, avec des élections démocratiques, ils avaient au pouvoir non pas par la force mais par la démocratie, le parti islamiste, donc un parti de musulmans radicaux qui vont donc fonder l'Iran qu'on connaît aujourd'hui, à savoir un Iran finalement marqué par une vision très radicale de l'islam. C'est ce que vous avez raconté dans la BD Persepolis par exemple, finalement. Et aussi qui considère que Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, leurs alliés, sont les grands ennemis à abattre, ce qui fait que ils vont retenir pendant plus de 400 jours le personnel de l'ambassade américaine finalement dans l'ambassade en fait ils arrêtent les gens et pendant 400 jours donc on a des Américains qui sont prisonniers finalement des Iraniens qui ne seront relâchés que plus tard. Une terrible humiliation pour les États-Unis, tout comme je vous le disais. Économiquement c'est difficile pour tout le monde, pour les États-Unis c'est pire puisque économiquement et politiquement c'est un vrai désastre. Donc c'est ça qu'on sera amené de voir finalement comment ils vont se relever par la suite. Merci de m'avoir écouté. Donc, je vous donnerai la partie B dans pas longtemps.
Merci.